élèves et étudiants manifestent à Abidjan et dans plusieurs villes du pays pour la reprise des cours interrompus depuis près de 2 mois maintenant dans les établissements publics. Et puis au Venezuela, après la panne d'électricité, la nourriture manque dans la région pétrolière de Zulia, c'est dans le nord-ouest du pays. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Aujourd'hui, élèves et étudiants étaient dans les rues pour demander la reprise des cours. Une manifestation entachée de violence à Trècheville, à Cocody et dans plusieurs villes de l'intérieur. Dans 3 jours, cela fera 2 mois que les enseignants du public ont déposé la craie. Ils revendiquent notamment la revalorisation de leur indemnité de logement, la suppression des cours de mercredi, la revalorisation des primes liées aux examens scolaires. La semaine dernière, au préscolaire et au primaire, les cours avaient repris dans quelques établissements publics. Après l'appel à la reprise lancé par l'ISEPSI, l'intersyndicale des enseignants du préscolaire et du primaire de Côte d'Ivoire, après une rencontre avec la tutelle. La COSEFSI, la coalition secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire, initiatrice de la grève, avait quitté la table de négociation. Au secondaire, les cours peinent à reprendre. Et qui dit grève à l'école dit cumul des lacunes des apprenants, un manuel pédagogique élaboré par Save Children pour justement améliorer l'écriture et les niveaux en mathématiques des apprenants. Une approche pédagogique qui va pallier les lacunes accumulées par ces derniers. Nous Sangaré Pagasorokoni. Les études conduites ces dernières années par le CONFEMEN, Conférence des ministres de l'Éducation nationale, indique que 87% des élèves du primaire ont un faible niveau de compétences en lecture et en mathématiques en Côte d'Ivoire. Et sur 10 pays, la Côte d'Ivoire est classée 8e. Une situation inquiétante, d'où l'élaboration des manuels pédagogiques par l'organisation internationale Save Children, dénommée « Boostons la lecture en écriture et boostons les mathématiques ». Ce manuel pédagogique, un outil pour venir en appui à l'approche pédagogique déjà proposée dans les établissements primaires du pays. Il vise à donner aux élèves une formation de base de qualité à travers des méthodes innovantes en matière d'enseignement. Sur la reconnaissance de la lettre et le son, par exemple, il y a une chanson qu'on a l'habitude de donner aux enfants. On peut leur dire, la lettre d'aujourd'hui, par exemple, c'est le D. C'est la lettre D. L'écriture, c'est D. Mais le son que ça donne, c'est D. Donc, dans une chanson, la lettre d'aujourd'hui, c'est le D, D, D. La lettre d'aujourd'hui, c'est le D, D, D. La lettre d'aujourd'hui, c'est le D, D, D. Mais le son qu'elle donne, c'est le D, D, D. Donc, l'enfant fait déjà 2 compétences de lecture avec cette chanson-là. Il y a la reconnaissance de la lettre et il y a la conscience phonologique. C'est une approche qui permet d'associer les parents d'élèves au processus d'apprentissage, notamment de la lecture et des mathématiques. Donc les parents sont formés, sont encadrés et ils permettent l'encadrement aussi des enfants. Ces manuels qui s'inscrivent dans le cadre du projet TREC ont été expérimentés avec succès dans plusieurs villes du pays, à Coupé, à Zopé, à Bengrou, entre autres. Nous allons essayer d'évaluer et puis voir la possibilité de généraliser dans les autres directions. Mais surtout, former les enseignants à la base dès le CAFOP et puis renforcer les capacités de ceux qui sont sur le terrain pour que cette approche-là aussi vienne aider les enfants à mieux lire et à mieux maîtriser les mathématiques à l'école. Pour l'élaboration et la mise en place de ce manuel, Save Children a bénéficié d'un appui financier de 84 millions de francs CFA de la Fondation Jacob. Alphabétisation et dépistage du diabète à l'intention des femmes de la commune de Yopougon, des femmes qui pourront déchiffrer ces lettres qui défilaient sous leurs yeux sans qu'elles sachent de quoi il s'agissait. Mieux, elles pourront aussi former des mots à partir de ces lettres et communiquer autrement grâce à The Good Samaritan ONG qui a aussi mis à leur disposition des prises en charge sanitaires. Nzi Suzanne est ménagère. Elle vient de recevoir son diplôme de fin de formation au cours d'alphabétisation. L'école est bonne. Et grâce à l'école aujourd'hui, j'arrive à écrire bien mon nom. J'arrive vraiment à parler. Quand tu ne vas pas à l'école, tu ne connais pas papier, il est difficile de t'exprimer. Et beaucoup de choses sont cachées devant toi que tu ne connais pas. Comme Nzi Suzanne, plusieurs autres femmes ont reçu leur diplôme de fin de formation au cours d'alphabétisation.
C'est une initiative de l'ONG The Good Samaritain qui veut aider les femmes et les jeunes filles à apprendre à lire et à écrire, mais aussi leur donner des prises en charge pour se soigner. En créant cette ONG, nous venons en aide pour dire à ces femmes que désormais, vous n'êtes pas seuls. Mais nous venons à leurs côtés, les remonter, les sensibiliser, à leur dire que, attention, vous avez du pouvoir, vous avez du matériel, vous avez du potentiel, levez-vous, battez-vous et l'avenir sera meilleur pour vous. Une séance de dépistage du diabète et du cancer du col de l'utérus, ainsi que des séances de sport ont ponctué cette journée dédiée à la femme. Quitter l'ancien site de Drekro dans la sous-préfecture de Lolobo, c'est dans le centre du pays, pour rejoindre le nouveau site. La décision est mitigée. Si les jeunes sont favorables à cette délocalisation, les anciens, eux, ne l'entendent pas de cette oreille. De nombreux préjugés les empêchent d'y aller. Kwadio Kwame nous explique. Drekro, village nanafoué de la sous-préfecture de Lolobo. À Drekro, un conflit de générations oppose les anciens aux jeunes du village, conflit relatif à la délocalisation du village en bordure de la nationale A3. Les vieux ont dit on n'a qu'à venir au goudron. Ils sont venus lotir le coin. Maintenant pour venir, ça devient palabre. Pour les anciens, pas question de quitter l'ancien site, raison évoquée, les vieux parents qui ont pris cette décision sont tous passés de vie à trépas. Par ailleurs, prévu pour être à quelques encablures de l'autoroute, cette voie passe désormais très loin du nouveau site. Toute chose qui ne favorise pas un déplacement. Comme les jeunes sont les plus ambitieux, il y en a qui font les pains baoulés, ils veulent être à côté du goudron pour qu'on puisse les voir pour acheter leurs trucs. Donc ils ont été les premiers à partir. Mais aujourd'hui, les vieux, nous les vieux, on a vu que bon, l'objectif qu'on s'était fixé, on ne peut plus l'atteindre. Voilà. Puisque se déplacer d'un coin où il n'y a pas le goudron, pour aller s'installer dans un autre coin où le goudron a dévié, c'est peine perdue. Et aujourd'hui, ce qu'on a constaté encore, on a reçu des infrastructures ici. Si on laisse ça, ça va rester en brousse. Le village a été fondé par les parents. C'est eux-mêmes qui ont pris la décision de partir là-bas. Mais au fur et à mesure que les années passent, ceux qui ont pris cette décision-là meurent. Sur le nouveau site, des avantages certains. Eau courante, forage. Il est également prévu un marché pour l'écoulement des produits agricoles et artisanaux. Un village qui s'ouvre sur le monde. Depuis que nous sommes venus ici, on vend de l'huile, huile rouge. Bon, on s'en enlevé les aubergines, bananes au marché, on vend, ça marche. Pour l'homme de Dieu qui assure l'encadrement spirituel des habitants du nouveau Drekro, des considérations ancestrales sont à l'origine du refus. La jeunesse a décidé de sortir pour avoir une vie plus aisée. Mais les parents, comme on le dit, sûrement, ça doit être le fait qu'ils soient encore attachés à certaines valeurs traditionnelles qui les empêchent de quitter les lieux. Pour certains, ça peut être faute de moyens. Il y a plus de 20 ans que cette décision de déplacer le village avait été prise pour offrir plus de commodités au village qui savait que l'autoroute passerait en ces lieux. Pour l'heure, les habitants de l'ancien et du nouveau Drekro vivent sans accroc. Si les vieux sont attachés à leurs valeurs ancestrales, ayant donc des souvenirs, les jeunes pensent à leur avenir plus que radieux. Le village, c'est aussi les plantations. Une dizaine de propriétaires de plantations d'EVA viennent de bénéficier d'une formation en alternance en vue de saigner eux-mêmes les arbres qui contiennent le liquide qui produit le caoutchouc. Cette formation constitue la phase pilote. À terme, elle va permettre de combler le déficit en personnel seigneur qualifié. Le reportage de Sam Conan. Des producteurs d'EVA visiblement heureux de recevoir le certificat de formation des seigneurs. Nous sommes à Yakouli Dabou, dans le département de Soubri. Cette formation, initiée par le Fonds de développement EVA de la Promac, association des professionnels du caoutchouc naturel, dont Yakouli Dabo constitue la phase pilote, a pour objectif de pallier en urgence le déficit de seigneurs en Côte d'Ivoire. Ce sont des seigneurs en un mot qui pourraient être vulnérables s'ils n'étaient pas propriétaires de plantations. Et nous, c'est un pilote que nous essayons. Et si ce pilote-là s'avère concluant déjà, nous avons des résultats qui nous réjouissent. Voici un modèle que nous pouvons dupliquer et qui sera donc un exemple
à promouvoir au sein de la filière afin que l'offre de seigneurs qui est d'au moins 50 000 que nous voulons, on puisse déjà à travers ce genre de modèle pilote-là pouvoir la filière en seigneur pour l'exploitation de nos plantations. Il s'agit dans le cadre de ce projet-là de rapprocher les écoles de formation à la saignée des planteurs. Et déjà cette année, nous avons prévu de créer 10 écoles de proximité. La formation a consisté à vraiment apprendre à saigner parce que nos plantations sont détruites. Et dans cette formation, on a vu beaucoup de choses. C'est-à-dire comment apprendre à saigner, comment apprendre à stimuler et comment connaître les lits médias et comment placer les tasses. Les seigneurs qu'on prenait tuaient nos plantations. Mais à partir de cette formation, il sait comment attraper mon couteau, comment saigner, moi-même prendre l'entretien de ma plantation. D'ici 2020, 60 000 seigneurs devront être formés pour couvrir le besoin au niveau national. Des journalistes ont aussi été formés, 60 journalistes qui viennent de recevoir leurs attestations de formation après avoir bénéficié d'une formation sur l'écriture web, la monétisation de la presse et les questions sur la loi de la presse. Attestation de fin de formation pour 60 journalistes de plusieurs organes de presse. Une formation sur l'écriture web, la monétisation de la presse et les questions sur la loi de la presse. Nous avons appris qu'on peut, à partir de nos organes-là, créer par l'écriture web la monétisation de nos journaux. C'est-à-dire qu'on peut chercher de l'argent avec nos journaux auprès des lecteurs qui sont aujourd'hui presque tous branchés sur Internet. Dans ce domaine-là, cette formation nous a été très bénéfique. Nous avons même souhaité que d'autres modules soient encore instaurés. Grâce à cette formation, je compte sensibiliser dans mon organe les Ivoiriens en utilisant l'écriture web pour former la population. Objectif de l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC Polytechnique, initiateur de cette formation, est de renforcer la capacité de ces acteurs à la maîtrise des TIC. Il est important que chacun comprenne la nécessité d'actualiser ses connaissances, la nécessité de renforcer ses capacités. Et je pense que tout est à l'honneur des bénéficiaires, tout comme des personnes qui ont eu à financer notamment le fonds de soutien et de développement de la presse. Le net se développe très vite et le net aussi offre des opportunités importantes pour la presse. Aujourd'hui, vous avez des entreprises de presse qui diversifient, qui ont donc l'édition papier et à côté de l'édition papier qui ont donc qui veulent ou qui ont déjà donc les éditions numériques. Et dans ce cadre-là, donc, elles continuent à écrire dans ces éditions numériques comme si elles étaient toujours dans l'édition papier. Donc il était opportun pour le fonds donc, de financer cette formation. La formation de capacité à la maîtrise de l'écriture web et à la monétisation de la presse s'est déroulée du 17 au 28 décembre dernier à l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC Polytechnique. Elle a été financée par le Fonds de soutien et de développement de la presse. De nouveaux outils présentés par l'OASU, des outils innovants de technologie de l'information tels que l'application de gestion dématérialisée des licences et l'intranet de l'OASI. L'OASU, l'idée, amener le sport scolaire et universitaire à consolider la formation de la jeunesse ivoirienne à l'esprit d'équipe, d'excellence et de compétition. Administrer, gérer et organiser le sport scolaire et universitaire dans les établissements publics et privés des 3 ordres d'enseignement, primaire, secondaire et supérieur. Telles sont quelques grandes missions de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. Pour accentuer son efficacité, il a procédé ce mardi 12 mars 2019 à la présentation des nouveaux outils innovants, à savoir le système intégré de gestion du sport scolaire et universitaire, SIGSU, et l'intranet OASU. Aujourd'hui, les outils que nous avons nous permettent véritablement d'avoir une célérité dans le traitement de toutes les informations et de tous les actes que nous avons à mener vis-à-vis de tous les acteurs. Et Dieu seul sait combien ils sont nombreux. Et j'ai dit tout à l'heure, c'est plus de 7 millions d'individus qui la ciblent. Et véritablement, le faire sans ces outils modernes relève de la gageure.
Par cette initiative, l'OASU entend sécuriser la traçabilité des athlètes en rendant la pratique du sport accessible au plus grand nombre d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire et détecter les talents sportifs en vue de promouvoir les fédérations sportives nationales. Au Venezuela, alors que le chômage et la crise économique étouffent les habitants de Maracaibo dans la région pétrolière de Zulia, c'est dans le nord-ouest du pays, les pillages qui ont suivi la gigantesque panne d'électricité ont provoqué la fermeture de la plupart des commerces alimentaires dans la ville où il est devenu très difficile de se procurer de la nourriture. Maracaibo, la capitale pétrolière du Venezuela, a faim. Chômage, pénurie alimentaire et coupure d'électricité, la ville de 3,6 millions d'habitants cumule la difficulté sur le système D pour s'alimenter. En ce moment, il n'y a aucun travail. Donc nous venons pêcher en espérant trouver de la nourriture pour le quotidien. Nous ne savons pas si cela se mange ou non, mais vu la situation, nous prenons les risques. C'est la seule solution, donc on le mange. Certains magasins ont été pillés pendant la coupure d'électricité, accentuant les problèmes pour trouver des vivres. Ma fille a marché 10 pâtés de maison hier soir pour pouvoir acheter un petit paquet de riz et un petit paquet de farine, parce qu'il n'y avait aucun endroit où acheter. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.